Donc, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouveau webinaire Audit Connect qui porte sur l'évaluation des risques bancaires, méthodologie avancée et identification des risques émergents. Nous avons enregistré une centaine de personnes inscrites à ce nouveau webinaire, principalement dans le secteur bancaire, les grands cabinets, le secteur parapublic, le secteur des télécoms, des services, les ONG, la Banque centrale et d'autres secteurs que je ne vais pas tous citer. Donc voilà les secteurs d'activité principaux enregistrés pour ce webinaire. Et les participants enregistrés nous viennent de 20 pays en Afrique, principalement le Cameroun, le Togo, le Mali, le Gabon, le Bénin, le Niger, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Congo, le Rwanda, la Tunisie, le Sénégal, la Guinée, le Soudan du Sud, le Tchad, l'Algérie, le Canada, la Corée et la RCA. Donc voilà les 20 pays enregistrés dans ce webinaire Audit Connect, ce qui témoigne de l'intérêt que cette problématique suscite, n'est-ce pas, auprès des professionnels, principalement dans les secteurs que j'ai énoncés tout à l'heure. Donc, on ne va pas attendre tout le monde. Je sais qu'en Afrique, on a à peu près, dans beaucoup de pays, la culture du retard, mais au fur et à mesure, on va s'efforcer de commencer nos webinaires à l'heure indiquée. À l'heure indiquée. Donc, chacun doit prendre des dispositions donc, pour se connecter ou bien nous prendre en chemin. Donc, on va échanger sur l'évaluation des risques bancaires. L'objectif n'est pas d'aller dans le côté technique, n'est-ce pas, de l'analyse des risques, mais de comprendre, n'est-ce pas, de manière globale, la gouvernance des risques dans une institution bancaire, surtout les méthodologies relativement nouvelles qui sont susceptibles de nous permettre d'aller un peu plus vite dans l'identification et l'analyse des risques au niveau de la banque. La banque, c'est un secteur d'activité très sensible pour des raisons que vous et moi, nous connaissons. Donc, le webinaire Audit Connect est organisé avec la contribution de l'AICRP, Association des professionnels de l'audit, contrôle interne, risque et conformité en Afrique, avec le concours de l'Institut du contrôle interne du Cameroun, avec le concours de SIACA, l'Association camerounaise des auditeurs et contrôleurs internes, et avec le concours de l'organisme de certification GECB. Et Audit Connect, c'est un réseau, tel qu'on va le voir tout à l'heure, un réseau actuellement présent sur WhatsApp, sur Telegram, sur YouTube, sur LinkedIn, qui regroupe, n'est-ce pas, les professionnels de l'audit, risque, contrôle, conformité en Afrique, pour qu'ensemble, on se tienne mutuellement la main pour réussir chacun dans son domaine et pour aider nos entreprises, n'est-ce pas, à devenir plus solides, plus sécurisées et surtout plus pérennes. C'est vraiment ça l'objectif du réseau que j'ai eu le plaisir de mettre en place il y a de cela déjà 5 ans. Donc, ce webinaire est organisé à l'intention des membres du réseau. C'est pour ça que c'est complètement gratuit. Et depuis pratiquement 2 ans déjà, nous faisons des webinaires gratuits pour aider, n'est-ce pas, les professionnels à l'échelle africaine, n'est-ce pas, dans le renforcement des compétences et surtout dans la résolution de certaines problématiques qu'ils rencontrent dans le cadre de leur travail. Et l'objectif du réseau également, c'est
vraiment d'essayer d'aligner les compétences africaines aux standards internationaux, parce qu'il y a tellement de référentiels qui existent et il est important qu'on explore comment exploiter ces référentiels pour améliorer ou être plus efficace dans nos différentes fonctions. Donc, mon nom, il est là, Éric Kamigné Fom. Je suis consultant senior en audit, gouvernance, risque et contrôle. J'exerce aujourd'hui en cabinet, notamment le cabinet Global Elite Conseil. Et j'ai également eu le privilège de fonder IPE, l'Institute of Professional Excellence, qui accompagne les candidats dans la préparation des certifications internationales et dans la formation continue. Bon, vous aurez l'occasion de voir quelques certifications qui sont davantage liées à la problématique de ce jour. Mais moi-même, j'ai passé déjà pas mal de certifications, en commençant par le CIA, la certification en audit interne, le CCA, la certification des spécialistes de l'audit interne toujours, le CMIA, manager certifié en audit interne, le CICS dans le domaine du contrôle interne, spécialiste certifié en contrôle interne, également le CICA, évaluateur certifié en contrôle interne, et dans le domaine du risque, j'ai fait le CRMA de l'IA, Certification in Risk Management Assurance, qui aujourd'hui s'obtient après le CIA, parce que le CIA est devenu un prérequis pour le CRMA. J'ai également fait le CRMS, spécialiste certifié en gestion des risques. Dans le domaine de la conformité, j'ai passé le CCM, Certified Compliance Manager, audit des services publics, le CGAP, tout ce qui est gouvernance, risque et contrôle avec le GRCA et le GRCP. Le niveau P, c'est professionnel, le niveau A, c'est auditeur. Et dans la gouvernance toujours, j'ai obtenu le CCGE, Certified Corporate Governance Expert. Et la certif la plus récente que j'ai eu le privilège de faire, que je n'ai pas mis ici, c'est manager des risques financiers, Certified Financial Risk Manager, que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, brièvement, voilà ma modeste présentation. Je suis président de l'Institut de contrôle interne du Cameroun, de l'AICRP également, et vice-président du conseil d'administration de SIACA. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, voilà mon numéro. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Donc, comme je le disais, pour ceux qui sont intéressés par le développement des compétences à travers des certifications, à travers des titres, à travers des désignations, voilà des certifications qui peuvent vous intéresser ou qui peuvent apporter un véritable plus, n'est-ce pas, à votre carrière. J'ai mis la première en gras parce que c'est véritablement l'un des chapitres, on va le dire ainsi, de cette certif qu'on va dérouler ici, pratiquement, l'un des chapitres, quelques éléments de ce chapitre. Donc, c'est le Certified Financial Risk Manager qui se focalise sur les risques bancaires ou les risques dans le secteur financier de manière générale. Donc, si vous voulez devenir un risk manager certifié dans le domaine financier, voilà, nous allons lancer la première vague de cette certification au mois de septembre. Donc, vous pouvez déjà contacter le service client si ça vous intéresse pour en savoir davantage. Pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est conformité, lutte anti-blanchiment, KYC, conformité réglementaire, FATCA et autres, vous pouvez faire le CRCP, professionnel certifié dans les crimes financiers, dans la maîtrise des crimes financiers. Il y a également le CRMS, donc tous les autres je vous ai présentés.
parce que c'est des certifications que moi-même, j'ai eu le privilège de réussir. Donc, l'objectif du webinaire, c'est de comprendre les fondements de l'évaluation des risques au niveau bancaire. En fait, on va essayer, n'est-ce pas, de fournir aux participants que vous êtes une certaine compréhension approfondie des risques bancaires, leurs différentes catégories et surtout de l'importance de procéder à leur évaluation. Deuxièmement, explorer les méthodologies avancées d'évaluation des risques. C'est vraiment ça le cœur de, je veux dire, l'objet de ce webinaire, c'est présenter, n'est-ce pas, les méthodes, les modèles avancés utilisés aujourd'hui pour évaluer les risques bancaires. On va voir quelques modèles. Vous connaissez certains modèles qui seront abordés, mais on va mettre davantage l'accent là-dessus. Examiner les limites des méthodes traditionnelles. À travers cette présentation, on peut déjà faire une comparaison avec les méthodes traditionnelles qui sont utilisées et vous familiariser davantage avec ces approches considérées comme plus avancées, peut-être même plus complexes aussi. Okay. Identifier les risques émergents dans le secteur bancaire, c'est également l'un des objectifs clés de ce webinaire. Donc, mettre en lumière les risques émergents auxquels vos institutions financières sont confrontées. On va parler de cybersécurité, cybercriminalité, etc., etc., qui sont des risques qui, au fur et à mesure de la digitalisation tout azimut, deviennent des risques plus importants. Renforcer la capacité à gérer et atténuer les risques bancaires. Bien entendu, au bout, l'objectif, c'est que vous puissiez être capable d'améliorer ou bien de maîtriser davantage ou d'aider vos institutions financières à maîtriser davantage les risques bancaires à travers des stratégies d'atténuation des risques spécifiques. Donc, favoriser les échanges et le partage d'expériences. Je l'ai dit, c'est un webinaire qui est destiné aux membres du réseau Audit Connect. Donc, si vous ne faites pas partie du réseau et que vous êtes là, bon, c'est vraiment un hasard parce que c'est un webinaire destiné aux membres de ces réseaux. Et au terme du webinaire, la phase questions-réponses, au cas où vous avez des questions, devront être publiées dans le groupe et les réponses seront données directement dans le groupe. Donc, voilà les objectifs du webinaire. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le réseau, vous pouvez rechercher sur WhatsApp ou bien tout à l'heure, on va vous donner le lien dans le chat pour rejoindre le réseau sur WhatsApp et sur Telegram. Et par la suite, donc, vous allez vous connecter à Audit Connect sur YouTube, sur LinkedIn et très bientôt sur Facebook. Donc, en guise d'introduction, l'évaluation des risques bancaires, comme vous le savez certainement, revêt une importance capitale, surtout aujourd'hui dans un environnement en constante évolution. Et les raisons sont multiples. Premièrement, la protection de la stabilité financière. Parce que l'évaluation des risques bancaires, tel qu'on va le voir, permet d'identifier toutes les menaces ou bien les menaces les plus importantes, les menaces potentielles qui peuvent compromettre la stabilité financière d'une institution, notamment une banque, ou bien même la stabilité financière du système bancaire dans son ensemble. Donc, quand vous procédez à une évaluation de ces risques de manière proactive, en tant que banque ou institution financière, vous êtes plus à même, n'est-ce pas, de prendre des mesures préventives pour éviter les crises financières et réduire l'impact, n'est-ce pas, des événements imprévus. La deuxième raison, c'est la prise de décisions éclairées. Effectivement, l'évaluation des risques bancaires fournit aux dirigeants de l'entreprise, de la banque, des informations cruciales pour la prise de décision. Pourquoi? Les banques doivent comprendre les risques associés à leurs activités,
leurs produits afin de déterminer les stratégies commerciales appropriées, de pouvoir allouer les ressources de manière efficace et prendre des décisions sur la maîtrise des risques de manière plus judicieuse. Il faut tenir compte de la sensibilité du secteur d'activité qui est le secteur bancaire. Et c'est la raison pour laquelle les réglementations autour des banques sont généralement assez strictes. Donc, l'une des raisons, c'est la conformité réglementaire. Parce que toutes les banques, toutes les institutions financières opèrent dans un cadre réglementaire complexe. Donc, nous sommes de 20 pays différents dans ce webinaire et bien entendu de 20, on va le dire ainsi, bien de plusieurs zones réglementaires différentes. Je parle là de la régulation dans le secteur bancaire. En Afrique centrale, à la CEMAC où je me trouve actuellement, nous sommes soumis à la réglementation COBAC. Et dans les autres régions ou sous-régions, bien entendu, pratiquement les mêmes réglementations ou les mêmes règles s'appliquent dans une certaine mesure à l'activité bancaire. Donc, l'évaluation des risques bancaires aide à garantir la conformité aux réglementations en vigueur. Parce que là, on va identifier les domaines où des actions correctives sont nécessaires au fur et à mesure pour se conformer à ces réglementations-là, au risque de subir des sanctions, des amendes qui résultent de ces non-conformités-là. La protection des parties prenantes également. Qui dit parties prenantes au niveau bancaire, parle des clients, des actionnaires, des employés, des régulateurs même, qui ont besoin de la confiance et de la transparence dans les activités bancaires. Donc, l'évaluation des risques permet d'identifier ces risques-là pour ces parties prenantes et mettre en place des mesures de prévention et de réduction même de l'incertitude. Parce que quand vous êtes client auprès d'une banque, vous êtes davantage confiant lorsque la banque a dissipé toutes les incertitudes ou la majorité des incertitudes autour de son activité. C'est ça qui renforce la confiance dans les institutions financières. Et la dernière raison que j'ai évoquée ici, c'est l'adaptation au changement du paysage financier. Le secteur bancaire ou bien l'environnement financier dans son ensemble évolue rapidement avec l'émergence des nouvelles technologies, de nouveaux produits financiers. Aujourd'hui, chez nous, on parle de mobile money, qui est un nouveau produit financier entre guillemets, okay, et qui grappille significativement des parts de marché aux banques. Et il y a de nouvelles réglementations qui entourent l'activité bancaire et qui sont susceptibles de changer du jour au lendemain. C'est cet environnement qui évolue rapidement, ces nouvelles technologies, ces nouveaux produits s'accompagnent bien entendu de nouveaux risques. Donc, l'évaluation des risques bancaires permet aux institutions de s'adapter à ces changements en identifiant les risques émergents dont on va parler tout à l'heure et en mettant en place des mesures appropriées pour les gérer. De l'autre côté, il y a des conséquences, n'est-ce pas, de l'absence d'une telle évaluation des risques. On a dit que l'importance est cruciale, surtout dans le secteur bancaire, de procéder à l'évaluation des risques. J'ai dit chez nous, dans la sous-région CEMAC, le régulateur, c'est la COBAC. Okay? Et dans les autres sous-régions, il y a des régulateurs. C'est parfois les noms qui changent, mais les réglementations ne sont pas très éloignées les unes des autres. Donc, les conséquences pour une banque de ne pas procéder à une telle analyse peuvent être significatives. Il y a l'exposition accrue au risque, okay, due à l'absence d'évaluation. Parce que si la banque n'a pas une compréhension claire des risques associés à ses activités, elle peut être exposée à des pertes financières, à une détérioration même de sa réputation, voire même à une insolvabilité, incapacité à payer ses clients. Okay?
Et le risque de manière globale, si d'autres banques s'alignent dans cette démarche, c'est qu'on peut se retrouver là avec une crise financière majeure ou bien une instabilité financière qui menace la capacité des banques à continuer les opérations. Il y a également la non-conformité réglementaire que j'ai évoquée tout à l'heure. Si une banque ne procède pas, je veux dire la majorité des régulateurs ont cette exigence-là. Si une banque ne procède pas à une évaluation des risques conformément aux exigences du régulateur, ben, elle se retrouve en non-conformité réglementaire. Et les conséquences, vous les savez. Il y a des amendes, il y a des sanctions, il y a des restrictions même sur l'activité bancaire. Et puis encore, il y a la perte de confiance de la part des clients, de la part du régulateur. Et l'une des conséquences les plus graves, c'est la réputation de la banque qui est détériorée. L'évaluation des risques bancaires a pour avantage d'identifier toutes les vulnérabilités qui peuvent nuire à la réputation de la banque et mettre en place des mesures préventives pour les atténuer. Donc, en l'absence d'une telle évaluation, la banque peut être confrontée à des incidents imprévus ou à des pertes importantes qui vont nuire, n'est-ce pas, à sa réputation. Et vous savez ce que c'est que la réputation dans le milieu financier. Une réputation ternie peut entraîner la fuite des clients, la baisse de la confiance des investisseurs et même des difficultés à attirer de nouveaux. La banque peut avoir du mal à évaluer les opportunités, les risques liés à de nouvelles activités dans lesquelles elle se lance, à des investissements qu'elle s'engage à faire ou même à de nouveaux partenariats qu'elle signe. Okay? Et ça entrave sa capacité à saisir toutes les opportunités de croissance qui s'offrent à elle et s'adapter à l'évolution du marché. Et vous serez surpris de vous rendre compte que voilà, les concurrents ne cessent de grandir et vous stagnez. Il y a la perte de la compétitivité, justement, parce que dans un environnement bancaire en constante évolution, comme on le dit, les banques qui ne procèdent pas à une évaluation adéquate des risques peuvent perdre leur compétitivité. Okay? Ceux qui ou celles qui réussissent à identifier, à gérer efficacement les risques sont donc mieux préparés pour répondre aux besoins changeants des clients, aux nouvelles réglementations, aux défis même du marché. Alors vous, votre banque qui négligerait l'évaluation des risques risque de prendre du retard par rapport à ses concurrents. Et ça va de soi. Maintenant, examinons les fondements de l'évaluation des risques bancaires. C'est vrai que avec ce qu'on vient de voir, ça donne déjà quelques réponses. Quels sont les types de risques bancaires, les grandes catégories de risques bancaires? Vous les connaissez certainement pour ceux qui ont de l'expérience dans le secteur bancaire, mais je reviens là-dessus pour les étudiants qui sont inscrits, pour les gens d'autres secteurs d'activité qui sont là, et même pour d'autres banquiers qui souhaitent avoir une vue plus élargie sur ces problématiques-là. Donc, les risques bancaires, c'est tout ce qu'il y a comme menace, comme incertitude, auquel la banque ou l'institution financière est exposée dans le cadre de ses activités. Et les risques peuvent avoir un impact négatif sur la stabilité financière, comme on l'a dit, sur les performances même de la banque, les performances opérationnelles, la solvabilité, on l'a dit, et la rentabilité de la banque. Et la chute des grandes banques avec les crises financières des années précédentes nous renseignent à suffisance. Parce que les causes de certaines chutes, ou de la plupart des chutes,
est souvent attribué à une combinaison de plusieurs risques bancaires qui se sont matérialisés. Et voilà les principales catégories. Okay? On a le risque de crédit, c'est-à-dire le risque que les emprunteurs ou les contreparties ne soient pas en mesure de rembourser leurs dettes ou de respecter leurs engagements, leurs obligations financières envers la banque, ceux à qui vous donnez les crédits. Okay? Là, c'est défaillance de paiement, défaut de remboursement ou diminution de la qualité du crédit. Donc, une mauvaise gestion des prêts et des créances peut entraîner donc des pertes importantes pour une banque. Par exemple, l'octroi excessif des prêts hypothécaires à des emprunteurs à risque élevé, sans évaluation préalable ou adéquate de leur solvabilité, a contribué à la crise financière de 2008. C'est l'une des causes majeures de cette crise-là. On a le risque de marché, qui est un risque lié à la volatilité des marchés financiers, notamment les risques liés aux variations des taux d'intérêt, des taux de change, des prix des actions, des matières premières dans certains cas, et d'autres facteurs qui influencent la valeur des actifs financiers. Donc, une exposition excessive au marché volatile par la banque peut entraîner des pertes importantes. Par exemple, certaines banques ont subi des pertes considérables en raison de la détérioration de la valeur de leurs investissements dans des produits dérivés complexes et risqués, notamment les titres adossés à des hypothèques, des subprimes. Vous vous souvenez de la crise des subprimes. On a les risques opérationnels qui concernent les risques découlant des process, des systèmes, des erreurs humaines, des événements externes même et des catastrophes naturelles ou d'autres formes de catastrophes qui surviennent dans le cadre des activités d'une banque ou qui peuvent survenir. Okay? Notamment, en termes de risques opérationnels, on peut parler des erreurs dans les traitements, on peut parler des fraudes, des pannes technologiques, des interruptions d'activité, des atteintes à la sécurité et bien d'autres. Donc, des défaillances dans les processus opérationnels et les contrôles internes peuvent entraîner des pertes financières, des lacunes dans le système de gestion des risques, des erreurs non détectées ou même des fraudes ont eu des impacts très significatifs dans la chute des banques ou dans les crises financières que j'évoquais tout à l'heure. Il y a également les risques de liquidité qui se rapportent à la capacité d'une banque à mobiliser suffisamment de liquidités pour répondre à ses obligations de paiement à court terme. Okay? C'est-à-dire que si tous les clients se dirigeaient vers vos guichets pour retirer leur argent, ou bien si 70% des clients, quelle est votre capacité à survivre? Donc, une pénurie de liquidité peut entraîner des difficultés pour honorer les retraits des déposants ou les engagements de financement même. Donc, l'incapacité de la banque à gérer efficacement les flux de trésorerie et à obtenir des liquidités suffisantes pour mettre la banque en sécurité peut plutôt mettre cette banque en difficulté. Par exemple, si la banque est confrontée à une dépendance au financement à court terme et rencontre donc des difficultés pour refinancer sa dette, ça peut conduire donc à une crise de liquidité et éventuellement une faillite. On en a vu. Il y a les risques de taux d'intérêt qui se réfèrent au risque que les fluctuations des taux d'intérêt affectent négativement la valeur des actifs de la banque et même des passifs, et même ses résultats financiers. Donc, les variations des taux d'intérêt peuvent influencer les revenus d'intérêt, la valeur marchande des titres et les coûts de financement. On a les risques de conformité dont on a parlé tout à l'heure, qui se rapportent au risque que la banque ne respecte pas la réglementation. Pour notre sous-région, c'est la COBA,
et d'autres réglementations étatiques des différents pays de la sous-région, ou même des normes qui s'appliquent à l'activité bancaire. Donc, il y a des risques liés à la non-conformité réglementaire, au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, à la protection des consommateurs ou à d'autres obligations légales et réglementaires. Okay? Tous ces risques-là sont abordés dans le programme de certification dont je parle. Okay? Donc, une mauvaise gouvernance d'entreprise et la gestion inadéquate des risques peuvent également contribuer à la chute de la banque, peu importe sa taille. Des décisions prises par la direction sans une évaluation adéquate des risques et sans une surveillance adéquate de la part de l'organe de gouvernance qu'est le conseil d'administration peuvent avoir des conséquences désastreuses. Donc, le cadre réglementaire et normatif en matière de gestion des risques, on l'a évoqué dans le cadre de la CEMAC. Donc, le cadre réglementaire et normatif en matière de gestion des risques est établi par le régulateur, notamment la COBAC pour les pays de la CEMAC ou pour les banques exerçant dans les pays de la CEMAC. Donc, quelques éléments clés de ces cadres établis par les régulateurs à l'échelle mondiale et plus précisément sur notre continent africain, c'est les normes de gestion des risques. Par exemple, la plupart des régulateurs ont établi des normes spécifiques pour la gestion des risques dans les banques de la région ou de la sous-région. Et ces normes-là couvrent divers aspects de la gestion des risques. La gouvernance des risques, l'évaluation des risques dont on parle ici, la gestion des risques opérationnels, la gestion des risques de crédit, la gestion des risques de marché, la gestion des risques de liquidité, etc., etc. Il y a les ratios de solvabilité qui sont également abordés dans la plupart des réglementations des régulateurs, parce que chaque régulateur tend à mettre en place des exigences de capital pour les banques de la zone monétaire ou de sa zone, okay, de la sous-région, pas la zone monétaire, disons la sous-région, afin d'assurer leur solvabilité et leur capacité à absorber les pertes. Et ces exigences-là sont basées sur des ratios, notamment les ratios de solvabilité. Les ratios de solvabilité globale, les ratios de fonds propres, de base, les ratios, les différents leviers, etc., etc. Donc, il y a des exigences réglementaires sur ces points-là. Il y a des exigences même de reporting. Parce que les banques sont tenues de fournir régulièrement des informations aux régulateurs sur leurs activités, sur leurs risques et sur leur conformité réglementaire. Et ces rapports-là comprennent des informations financières, des rapports de gestion des risques, des rapports sur la conformité réglementaire et d'autres informations pertinentes pour l'évaluation de la santé financière même et de la gestion des risques de la banque. Donc, c'est une exigence réglementaire dans la plupart des régions. Les contrôles internes également. Par exemple, la COBAC, pour ce qui est de la CEMAC, exige que les banques mettent en place des systèmes de contrôle interne robustes pour assurer une gestion efficace des risques. Okay? Les contrôles internes financiers, politiques, procédures, conformité et tout ça. Il faut comprendre que le contrôle interne, c'est un dispositif qui englobe parfois toutes les autres fonctions de contrôle. Pas parfois, disons, toutes les autres fonctions de contrôle que sont l'audit, la conformité, la qualité et autres. Et même l'inspection. Toutes ces fonctions et toutes ces activités-là font partie du dispositif de contrôle interne. Il y a également les audits et les inspections, parce que le régulateur, dans la plupart des régions, notamment au niveau de la CEMAC, réalise régulièrement des audits, des inspections sur les banques de la zone pour évaluer leur conformité aux normes et réglementations en matière de gestion des risques. Et ces audits et inspections permettent d'identifier les lacunes et de prendre des mesures correctives nécessaires. Donc, la gestion des risques dans le secteur financier et bancaire
est une exigence réglementaire. Méthodologie avancée d'évaluation des risques bancaires. Analyse quantitative des risques. Les méthodologies avancées dont on parle ici sont conçues pour fournir une analyse plus approfondie que ce qu'on a l'habitude de faire et précise des risques, n'est-ce pas? Je veux dire une évaluation plus précise des risques auxquels une banque ou une institution financière peut être confrontée. Et on a quelques méthodologies abordées dans le programme de certification CFCP. C'est Certified Financial Risk Manager, CFRM. Et même dans le CFCP, qui porte sur les crimes financiers, ces méthodologies-là sont rappelées également. Donc, les méthodologies couramment utilisées dans l'évaluation des risques bancaires, c'est l'analyse, comment on appelle, le value at risk, c'est-à-dire la valeur à risque. C'est l'une des méthodologies ou bien l'un des outils utilisés. On va parler tout à l'heure des stress tests et de l'analyse des scénarios également. Mais la valeur à risque, c'est une mesure statistique qui est utilisée pour estimer le risque de perte potentielle d'un portefeuille d'actifs en fonction d'un niveau de confiance spécifié. En fait, elle permet aux banques de quantifier le risque de marché et de crédit en utilisant des modèles statistiques et même des simulations de Monte Carlo. Donc, la valeur à risque est utilisée pour mesurer le risque de perte potentielle d'un portefeuille d'actifs à un niveau de confiance spécifié et sur une période donnée. Je l'ai dit, elle est largement utilisée dans les institutions financières, y compris les banques, pour évaluer et gérer les risques de marché et de crédit. Prenons quelques exemples concrets d'utilisation de la VAR dans une banque. Prenons la gestion des risques de marché. Votre banque peut utiliser la VAR pour évaluer le risque de marché associé à son portefeuille d'investissement. Par exemple, si la banque détient un portefeuille d'actions, elle peut calculer la VAR quotidienne à un niveau de confiance de 95%, par exemple. Si la VAR, la valeur à risque, est estimée à 1 million de dollars ou 1 million de francs CFA, cela signifie que la banque peut s'attendre à ce que les pertes dépassent 1 million de francs CFA avec une probabilité de 5% sur une journée. On peut prendre par jour. Puisque le niveau de confiance est à 95 et la VAR est de 1 million, alors elle peut s'attendre à ce que les pertes dépassant 1 million aient une probabilité de 5% de survenir et sur une journée. Donc, cela permet à la banque de déterminer la quantité de capital nécessaire pour absorber les pertes potentielles dans une période et de mettre en place des stratégies de gestion des risques appropriées. Okay? On peut l'appliquer sur tous les types de risques bancaires, notamment le risque de crédit. On peut appliquer la VAR, on peut l'utiliser pour évaluer le risque de crédit associé à un portefeuille de prêts ou à des expositions spécifiques. Par exemple, votre banque peut calculer la VAR pour son portefeuille de prêts hypothécaires à un niveau de confiance, disons, de 99%. Cela lui permet d'estimer la perte maximale probable due à des défauts de paiement des emprunteurs, en tenant compte des corrélations entre les prêts, bien entendu. Et cette évaluation va aider la banque à évaluer la qualité du crédit qui est donné, à allouer les réserves de capital
et à prendre des décisions éclairées en matière de prêt. On peut l'appliquer également sur d'autres risques, gestion des risques de portefeuille, etc., etc. La deuxième méthode, c'est les stress tests, qui consistent à évaluer l'impact potentiel des scénarios de stress extrême sur les portefeuilles de la banque. En fait, c'est une méthode qui permet de mesurer la résilience d'une banque face à des conditions économiques défavorables, notamment des chocs de liquidité ou des crises financières. Donc, les stress tests peuvent être réalisés à l'échelle du système bancaire même dans son ensemble ou bien pour une banque individuelle. Prenons un exemple pour l'évaluation de la solidité financière de votre banque. Donc, une banque peut utiliser les stress tests pour évaluer la solidité financière et sa capacité à faire face à des conditions de crise, notamment le Covid qui est passé. Ou bien une banque peut simuler un scénario de stress qui implique une récession économique sévère avec une augmentation significative du chômage, une baisse des prix de l'immobilier, des perturbations des marchés financiers et bien d'autres. Donc, en effectuant le stress test, la banque peut évaluer l'impact de ce scénario sur ses propres actifs, sur ses revenus, sur ses niveaux de capital et sa liquidité. Et naturellement, prendre des mesures préventives pour renforcer sa résilience. Okay? Une banque qui a une exposition importante, par exemple dans le secteur immobilier, peut réaliser un stress test pour évaluer les conséquences potentielles d'une chute des prix de l'immobilier sur son portefeuille de prêts hypothécaires. Là, elle va identifier les vulnérabilités et mettre en place des mesures de gestion des risques appropriées. On peut également utiliser cela pour l'évaluation des besoins en capital. Donc, ça peut aider la banque à évaluer, par exemple, ses besoins en capital dans des scénarios de stress. Si votre banque, par exemple, effectue un stress test pour évaluer l'impact d'un scénario de crise, notamment une nouvelle COVID qui survient, sur ses ratios de solvabilité. Si le stress test révèle que les ratios de solvabilité tombent en dessous des exigences réglementaires, alors la banque peut prendre des mesures pour augmenter son capital en mobilisant des fonds supplémentaires ou en réduisant des actifs considérés comme risqués. Okay? On peut l'utiliser également pour évaluer la résilience même du système bancaire. Je l'ai dit plus haut. Donc, le stress test peut être utilisé par la banque pour évaluer la capacité de la banque à résister face à des circonstances extrêmes. Notamment les autorités de régulation et les organismes de supervision peuvent mener des stress tests à l'échelle du système même pour évaluer les risques systémiques et prendre des mesures préventives pour renforcer la stabilité financière. Par exemple, ces tests-là peuvent permettre de simuler des crises financières majeures, des événements de contagion. L'objectif étant d'évaluer l'impact sur la banque ou sur les banques s'il s'agit du système ou même sur l'économie dans son ensemble. Parce que les stress tests doivent être effectués également au niveau des États pour le plan de continuité. Et l'autre méthode, c'est l'analyse des scénarios. L'analyse des scénarios qui est utilisée pour évaluer les effets potentiels des différents événements ou conditions économiques sur les risques bancaires. En fait,
l'analyse des scénarios permet de modéliser des situations hypothétiques et mesurer leur impact sur les portefeuilles d'actifs et les résultats financiers d'une banque. En d'autres termes, ça permet d'identifier les vulnérabilités et d'ajuster les stratégies de gestion des risques en conséquence. Prenons le cas de l'évaluation des risques macroéconomiques. Une banque peut utiliser l'analyse des scénarios pour évaluer les risques liés à l'évolution macroéconomique. Par exemple, elle peut modéliser les conséquences d'une récession économique, modéliser les conséquences d'une hausse des taux d'intérêt, modéliser les conséquences d'une dévaluation même de la monnaie, du franc CFA pour ce qui est de notre sous-région, ou bien modéliser même les conséquences d'un effondrement des marchés boursiers. Donc, en simulant ces scénarios, la banque peut estimer les pertes potentielles sur ses actifs, les effets sur ses revenus et la rentabilité, et prendre des mesures pour atténuer les risques associés. On a également l'évaluation des risques spécifiques à l'industrie, donc à un secteur d'activité. Donc, l'analyse des scénarios peut également vous permettre ou peut également être utilisée pour évaluer les risques spécifiques à un secteur d'activité en particulier. Par exemple, une banque qui a une exposition importante dans le secteur de l'énergie peut modéliser les conséquences d'une baisse des prix du pétrole ou d'une catastrophe naturelle majeure sur son portefeuille de prêts dans ce secteur d'activité. Et cela permet à la banque d'identifier les risques spécifiques et de mettre en place des mesures de gestion des risques adaptés. On a également l'évaluation des risques réglementaires et politiques. Les changements réglementaires, les changements politiques peuvent avoir un impact significatif sur les risques bancaires, bien entendu. Une banque peut utiliser donc l'analyse des scénarios pour évaluer les conséquences de nouvelles réglementations, des changements fiscaux ou même des décisions politiques sur ses activités et sur ses résultats financiers. Par exemple, une banque internationale peut modéliser les effets d'un changement de politique commerciale ou d'une nouvelle législation fiscale dans un pays spécifique où elle a des activités importantes. Donc, l'analyse des scénarios est très intéressante et aussi intéressante pour l'évaluation des risques liés aux produits et aux activités. Parce qu'on peut l'utiliser pour évaluer les risques spécifiques liés à certains produits financiers ou à certaines activités commerciales de la banque. Prenons le cas d'une banque qui propose des produits dérivés complexes. Elle peut modéliser les conséquences des variations extrêmes des prix des actifs sous-jacents sur ses positions et sur ses revenus. Alors là, la banque va comprendre les scénarios les plus risqués et adapter sa gestion des risques en conséquence. Dans les approches de modélisation des risques, on a les modèles internes ou le risque de crédit. En fait, les approches de modélisation des risques sont utilisées pour quantifier et évaluer les risques bancaires. Et ce que j'ai donné là, c'est quelques exemples d'approches, exemples concrets de modélisation des risques utilisés dans les institutions financières. Les modèles internes pour le risque de crédit. Les banques utilisent des modèles internes pour évaluer le risque de crédit associé à leur portefeuille de prêts. Et ces modèles prennent en compte divers facteurs tels que l'historique des crédits des clients, les caractéristiques des emprunteurs, les conditions économiques, les données macroéconomiques, etc., etc. Et
Une banque peut, par exemple, utiliser le modèle de notation interne appelé IRB, Internal Rating Base, pour évaluer la probabilité de défaut d'un emprunteur et estimer les pertes potentielles en cas de défaut. Je pense même que c'est des modèles qui sont largement utilisés dans le secteur. On a des modèles statistiques pour le risque de marché. Les modèles statistiques sont utilisés pour évaluer le risque de marché associé aux fluctuations des prix des actifs financiers. Et parmi ces modèles, on retrouve la méthode historique, la méthode paramétrique et les modèles de simulation de Monte-Carlo que la plupart d'entre vous doivent connaître. Par exemple, une banque peut utiliser un modèle de simulation de Monte-Carlo pour estimer la distribution des rendements d'un portefeuille d'actions et évaluer donc la valeur à risque qu'on a vu plus haut associée à ce portefeuille-là. On a des modèles de valorisation pour le risque de marché. Et ces modèles-là sont utilisés pour estimer la valeur des instruments financiers complexes et évaluer le risque de marché associé à ces instruments-là. Par exemple, les options et les dérivés peuvent être valorisés à l'aide de modèles tels que le modèle Black-Scholes ou bien le modèle de volatilité stochastique. Ces modèles sont très importants parce que ça permet de quantifier le risque de marché inhérent à ces instruments et d'estimer les pertes potentielles en cas de variation des facteurs de marché. On fera peut-être des webinaires spécifiques pour explorer individuellement chacun de ces modèles. Mais sinon, c'est des modèles qui sont abordés dans le programme de certification CFRM, Certified Financial Risk Manager, que je vous ai dit qu'on va lancer en septembre. Les modèles de simulation de Monte-Carlo pour les risques opérationnels. En fait, les risques opérationnels, on a dit, c'est les erreurs de traitement, les interruptions des activités, les fraudes, et on peut les évaluer à l'aide des modèles de simulation de Monte-Carlo et d'autres modèles simplifiés. Et ces modèles simulent un grand nombre de scénarios possibles pour estimer les pertes potentielles qui peuvent résulter des événements opérationnels. Par exemple, votre banque peut utiliser un modèle de simulation pour estimer les pertes potentielles dues à une défaillance du système informatique ou même à une fraude interne. Et on a le modèle de flux de trésorerie pour le risque de liquidité. On les utilise pour évaluer le risque de liquidité associé au mouvement de fonds et aux obligations de paiement. Et ces modèles tiennent compte des entrées, des sorties de trésorerie prévues pour évaluer la capacité d'une banque à faire face à ses obligations de paiement. Par exemple, une banque peut utiliser un modèle de flux de trésorerie pour estimer la liquidité disponible en cas de retrait massif des dépôts ou des difficultés à refinancer sa dette à court terme. En fait, tous ces exemples illustrent comment différentes approches de modélisation des risques sont utilisées dans les banques, dans les institutions financières pour évaluer et gérer les risques bancaires. Il est important de souligner que ces modèles-là doivent être basés sur des données de qualité, être régulièrement mis à jour et être validés pour garantir leur précision et leur pertinence dans l'évaluation des risques. L'utilisation des données et de la technologie dans l'évaluation des risques. Aujourd'hui, plus que jamais, l'utilisation de la technologie et même des données dans l'évaluation des risques est devenue essentielle pour les banques et pour toutes les institutions financières.
Et on a quelques exemples concrets de la façon dont les banques utilisent les données et la technologie dans l'évaluation des risques. Par exemple, avec le big data, dont l'analyse des données volumineuses. Il faut comprendre que les banques collectent et analysent de vastes quantités de données qui proviennent de diverses sources, qu'elles soient internes ou externes. Et ces données-là comprennent des informations sur les clients, les transactions, les marchés, les risques passés, etc., etc. Donc, l'historique des risques. L'analyse des big data permet aux banques modernes d'identifier les tendances et des modèles, des corrélations qui peuvent être utilisés pour évaluer les risques et prendre des décisions éclairées. Par exemple, en analysant les données de transactions passées, une banque peut détecter des schémas de fraude potentiels et prendre des mesures préventives. Une autre technologie qui est largement utilisée dans le secteur bancaire et qui semble avoir le vent en poupe depuis quelque temps, c'est l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle la machine learning, l'apprentissage de la machine, si vous voulez. En fait, les techniques d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique sont largement utilisées dans l'évaluation des risques bancaires et même dans le secteur financier de manière générale. Les banques utilisent de plus en plus cette technologie-là pour développer des modèles prédictifs et des systèmes d'alerte précoces. Par exemple, en utilisant l'apprentissage automatique, une banque peut développer un modèle prédictif pour évaluer le risque de défaut d'un emprunteur en fonction de ses caractéristiques financières, bien entendu, de son historique de crédit et d'autres variables pertinentes. On peut automatiser. Et on a l'automatisation des process. La banque utilise les technologies d'automatisation des process pour améliorer l'efficacité et la précision de son analyse et de son évaluation des risques. Par exemple, aujourd'hui, dans les banques ou dans certaines banques, l'automatisation est utilisée pour collecter, agréger, traiter les données qui sont nécessaires à l'évaluation des risques. Parce que cela va réduire les erreurs ou bien les risques d'erreurs humaines et permettre aux équipes de gestion des risques de se concentrer sur des tâches plus analytiques et plus stratégiques. Et on a la surveillance en temps réel. Les banques utilisent des systèmes de surveillance en temps réel pour détecter les anomalies et les activités suspectes. Par exemple, en surveillant en temps réel les transactions, les modèles de comportement des clients, les schémas d'activité, une banque peut identifier rapidement les activités frauduleuses, les risques opérationnels ou les comportements non conformes. Et on a des plateformes de gestion des risques intégrées. Les banques déploient aujourd'hui, ou bon, pas aujourd'hui, disons que les banques sérieuses ont déjà mis en place ce type de plateforme. Mais on a des banques qui découvrent ces plateformes aujourd'hui. Pire encore dans les microfinances. Mais il est essentiel de déployer ces plateformes de gestion des risques intégrées qui centralisent et analysent les données des risques provenant de différentes sources. Et les meilleures plateformes, c'est les plateformes qui permettent une vue holistique des risques et facilitent une évaluation plus précise et cohérente des risques bancaires. Par exemple, une plateforme de gestion des risques que nous avons déployée récemment dans une banque permet d'agréger les données des risques de crédit, risques de marché, risques opérationnels, risques de conformité pour fournir une évaluation complète des risques bancaires. Et des modules liés au contrôle interne, à la conformité sont également intégrés dans ce type d'application. Donc, l'utilisation des données et de la technologie dans l'évaluation des risques permet aux banques de gagner en efficacité, en précision et même en agilité dans la gestion des risques.
Et on va parler des risques émergents tout à l'heure, parce que c'est toutes ces méthodes qui leur permettent d'identifier les risques émergents, de prendre des décisions plus éclairées et de se conformer naturellement aux exigences réglementaires. On y arrive, l'identification des risques émergents. Commençons par l'évolution du paysage de risques bancaires. En fait, le paysage des risques bancaires évolue constamment en raison de divers facteurs, notamment les facteurs qu'on a évoqués tout à l'heure. Et voilà quelques tendances clés qui influencent l'évolution du paysage des risques bancaires. On a des risques géopolitiques et macroéconomiques. Les événements géopolitiques tels que les conflits, les tensions commerciales dans certains secteurs, les changements politiques à la tête des États peuvent avoir un impact significatif sur les risques bancaires. Également, les fluctuations macroéconomiques telles que les cycles économiques, les taux d'intérêt, l'inflation et même les politiques monétaires influencent également les risques bancaires. Donc, la banque doit surveiller ces risques-là et les intégrer dans son évaluation des risques. On a l'innovation technologique. Aujourd'hui, la technologie évolue tellement rapidement et cette évolution rapide introduit de nouveaux risques et de nouvelles opportunités également pour les banques. On a l'essor de la technologie financière appelée FinTech. On a les paiements numériques, notamment chez nous avec le mobile money, mais au niveau mondial avec les paiements Visa, Mastercard et autres. On a l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a une nouvelle technologie qui est en train de gagner en vitesse de manière exponentielle, c'est la blockchain. Et d'autres innovations technologiques qui modifient les modèles commerciaux traditionnels et les processus bancaires traditionnels. Donc, les banques doivent gérer les risques liés à la cybersécurité, à la protection des données, aux fraudes numériques aujourd'hui et à la disruption des marchés. Et on a la réglementation et la conformité accrue. On l'a dit plus haut, les réglementations, les exigences de conformité se renforcent dans le secteur bancaire parce qu'il faut à tout prix promouvoir la stabilité financière, la protection des consommateurs. Donc, les banques doivent se conformer à des normes plus strictes en matière de gestion des risques, en matière de fonds propres, en matière de reporting, en matière de protection des données, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, en matière de financement de terrorisme et d'autres domaines qui sont abordés dans les réglementations par les régulateurs. Donc aujourd'hui, les régulateurs continuent à réfléchir, à élaborer de nouvelles réglementations pour faire face aux risques émergents. Donc, si votre banque n'évalue pas continuellement les risques, elle va être très rapidement dépassée. On a les risques opérationnels et cybernétiques. J'ai parlé des erreurs humaines, des défaillances de la technologie, des process qui sont défectueux, des catastrophes naturelles qui sont une préoccupation majeure pour les banques. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, les cyberattaques, les menaces de sécurité informatique sont en augmentation exponentielle, ce qui nécessite pour vous, en tant que banque, une vigilance accrue pour protéger les systèmes et les données des clients. On dit aujourd'hui que la question n'est pas est-ce que tu seras attaqué, mais davantage quand est-ce que tu seras attaqué. Parlant des cybercriminels qui ne dorment pas. On a aujourd'hui une autre problématique qui gagne en importance, ESG. On parle des risques liés à la durabilité, à la pérennité. Donc, on a des considérations environnementales qu'il faut intégrer, des considérations sociales, des considérations de gouvernance.
qui prennent de l'importance dans l'évaluation des risques bancaires et qui sont abordés également dans ce programme de certification. C'est pour ça que nous allons lancer cela dès le mois de septembre. L'évaluation des risques bancaires de manière globale en intégrant tous ces risques émergents-là. Donc, les banques doivent évaluer les risques liés au changement climatique, par exemple, aux questions sociales, à la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et à d'autres aspects qui sont liés à la durabilité ou à la pérennité même de la banque. Parce que les investisseurs, les régulateurs demandent de plus en plus de transparence et d'engagement en matière de pratiques durables. Ils veulent des garanties que la banque ne va pas disparaître demain. C'est pour ça que les risques liés à l'ESG gagnent en importance. Donc, en raison de ces évolutions, les banques doivent adopter une approche proactive dans l'identification, l'évaluation et la gestion des risques émergents. Et cela nécessite une surveillance continue du paysage des risques, des capacités d'adaptation et une culture de gestion des risques solide pour s'adapter aux nouveaux défis et aux nouvelles opportunités qui se présentent. Donc, les risques émergents dans le secteur financier, dans le secteur bancaire, peuvent avoir un impact significatif sur l'activité bancaire. Et la question n'est même plus, est-ce que ça peut, comme je... Non. C'est-à-dire que c'est un absolu. Parce que les risques, par exemple, liés à la cybercriminalité, j'ai dit c'est en augmentation exponentielle, avec des cyberattaques de plus en plus sophistiquées qui ciblent les institutions financières. Et les conséquences pour les banques peuvent être plus graves, très graves, allant de la perte des données, de la violation de la confidentialité des clients, à la fraude financière et même aux perturbations des opérations. Par exemple, une banque a été victime d'une attaque par phishing très récemment. On a volé les informations sur les clients, ce qui a conduit, n'est-ce pas, à la perte des pertes financières énormes, parce que les comptes des clients sont quasiment violés et les clients perdent la confiance de la banque, parce que quand vous restez là, vous voyez un débit dans votre compte que vous n'avez pas ordonné, perte de confiance et bien entendu, vous êtes tenté de vous tourner vers le concurrent parce que la réputation de la banque est atteinte, quoi qu'elle dise. C'est pour ça que les banques sont on appelle ça les victimes muettes. C'est-à-dire que les banques en souffrent en silence parce qu'il y a la réputation qu'il faut préserver. C'est pour ça qu'on dit dans le secteur financier, la question n'est pas est-ce que tu seras attaqué. Parce que tu peux être attaqué et tu ne sais même pas. C'est la première cible des cybercriminels aujourd'hui, le secteur financier. On a l'innovation technologique. On l'a dit, dans le secteur financier, notamment la fintech, la blockchain, qui apporte de nouvelles opportunités, de nouveaux risques pour les banques. Par exemple, on a l'utilisation croissante des plateformes de prêt en ligne et des applications de paiement mobile, comme les mobile money, qui entraînent une concurrence accrue pour les banques. Donc, une évolution des modèles commerciaux traditionnels et une maîtrise des risques est capitale. Et on a les changements réglementaires qui peuvent avoir un impact significatif également sur les banques, aussi bien au niveau national, donc local, qu'au niveau international. On a des exigences accrues, comme je l'ai dit, en matière de fonds propres, en matière de divulgation des risques, de protection des consommateurs, de lutte contre le blanchiment d'argent, etc., etc. Par exemple, lorsqu'il y a une adoption de nouvelles réglementations, ça nécessite des investissements importants de la banque pour se conformer aux exigences techniques liées à cette réglementation, aux exigences sécuritaires liées à cette réglementation.
On a des risques liés à la durabilité, à l'ESG, comme on le disait, notamment les risques environnementaux, les risques sociaux, les risques de gouvernance, qui sont également de plus en plus importants. Parce que les conséquences sont également directes. Les pertes financières liées, par exemple, aux risques climatiques, les litiges sociaux avec les plaintes, les controverses de gouvernance qui ternissent la réputation de la banque. Okay? Une banque, par exemple, peut être exposée à des pertes liées à des investissements dans des secteurs liés aux combustibles fossiles, je dis n'importe quoi. Donc, dans un secteur assez sensible du point de vue environnemental. Donc, en raison des changements réglementaires ou de la transition vers une économie voilà, qui utilise moins de carbone, l'incidence auprès de la banque peut être directe, okay, à travers ses clients. Il y a des risques liés à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique. J'ai parlé tout à l'heure de l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et du machine learning dans les opérations bancaires et qui présentent des risques potentiels. Et les conséquences peuvent être très graves. Okay? Parce que les conséquences les plus graves sont des conséquences qui sont issues des erreurs dans la conception même des systèmes. On peut avoir des erreurs de modélisation, on peut avoir des erreurs dans l'algorithme même du modèle qui est adopté. On peut avoir les pertes de contrôle de l'être humain, c'est-à-dire incapacité à contrôler la technologie, incapacité même à utiliser la technologie pour prendre des décisions importantes. Et on peut avoir des risques de violation de la confidentialité des données, comme on l'a dit. Par exemple, si un modèle d'apprentissage automatique, le machine learning, utilisé par une banque pour prendre des décisions de crédit est biaisé, cela peut entraîner des discriminations injustes et des pertes financières. Donc, pour faire face à ces risques émergents, les banques doivent adopter une approche proactive en matière de gestion des risques. Et ça implique la mise en place de mesures de sécurité robustes, okay? La surveillance des tendances, des développements technologiques, l'adaptation même aux nouvelles réglementations, qu'elles soient nationales ou internationales, comme on l'a dit, la sensibilisation de son personnel, la formation de son personnel et la collaboration étroite avec les autorités de réglementation, les partenaires, parce qu'il est question de partager les meilleures pratiques et les informations sur les menaces. Aucune banque aujourd'hui ne peut s'en sortir si elle fonctionne en vase clos. Donc, les méthodes pour détecter et évaluer les risques émergents, et il y a plusieurs méthodes, plusieurs approches. Quelques-unes, c'est la surveillance du paysage des risques. En fait, la banque doit surveiller en permanence le paysage des risques en examinant, comme on l'a dit tout à l'heure, les tendances économiques, les développements technologiques, les changements réglementaires, les événements géopolitiques et d'autres facteurs pertinents qu'on a évoqués. Et on peut le réaliser en suivant des rapports des organismes de réglementation parce qu'il y a tellement de documentation, mais parfois on ne lit pas. En participant à des groupes de discussion, je vous ai parlé de Audit Connect pour ceux qui n'y sont pas encore, où il y a des débats réguliers, il y a des questionnements, il y a des réponses qui sont données par des confrères, il y a des partages d'informations pour mettre tout le monde à jour, etc., etc. Il faut faire partie des groupes de discussion. Il faut consulter des experts externes et utiliser des outils de veille stratégique. Il y a également comme méthode l'analyse des données. On a parlé tout à l'heure du big data. Les banques peuvent ou doivent exploiter leur vaste ensemble de données internes et externes pour identifier les signaux avant-coureurs des risques émergents. Donc, l'analyse des données peut inclure
l'examen des données macroéconomiques, les données de marché, les données de comportement des clients, les données de cybersécurité, des données provenant même des sources externes, notamment les réseaux sociaux, les médias sociaux et d'autres sources pertinentes. Et les techniques d'analyse de données, notamment le machine learning qu'on vient d'évoquer, peuvent être utilisées pour détecter les schémas, les scénarios, les anomalies et les tendances significatives. Il y a également la surveillance des médias sociaux, justement, et de l'opinion publique. Très important. Les banques, d'ailleurs, toutes les banques qui se respectent aujourd'hui sont présentes sur les réseaux sociaux. Parce que les banques doivent surveiller ces médias sociaux-là, les forums en ligne et d'autres canaux pour détecter les signaux avant-coureurs des risques émergents. Par exemple, prêtez attention aux commentaires des clients, aux discussions sur les problèmes de sécurité, aux plaintes publiques même, ou les discussions sur des événements pertinents qui peuvent fournir des informations précieuses sur les risques potentiels. Il y a l'analyse des scénarios et des stress tests dont on a parlé comme méthode pour détecter. Donc, les banques peuvent utiliser ces éléments-là pour évaluer les impacts potentiels de différents événements ou différentes conditions sur les risques bancaires. Par exemple, les scénarios de crise économique, les scénarios de cyberattaque, les scénarios de changement réglementaire majeur, les scénarios de rupture technologique même. Et ces exercices-là permettent de simuler des situations sur la base des hypothèses, simuler ces situations-là et évaluer les conséquences sur les portefeuilles d'actifs, les résultats financiers et même la capacité de résilience de la banque. Et on a parlé de la collaboration avec les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, mais beaucoup plus externes. J'ai dit qu'une banque ne devrait plus fonctionner en vase clos. D'ailleurs, c'est presque impossible aujourd'hui, bien que certaines traînent toujours le pas. Les banques doivent collaborer avec des partenaires externes, notamment les régulateurs, les agences de notation, il y en a de plus en plus en Afrique, les consultants en gestion des risques, d'autres institutions financières, pour partager les informations et les meilleures pratiques en matière de détection des risques émergents. Et la collaboration peut aider à identifier les tendances, les risques courants ou communs, renforcer les capacités de gestion des risques dans le secteur. Donc, en utilisant ces méthodes, ces approches, les banques peuvent renforcer leur capacité à détecter et à évaluer les risques émergents, ce qui leur permet, n'est-ce pas, de prendre des mesures préventives appropriées et s'adapter rapidement, n'est-ce pas, aux évolutions du paysage des risques. On a la gestion proactive des risques émergents qui ne s'éloigne pas de ce qu'on a dit plus haut, hein, parce que l'accent est mis sur le rôle de la veille stratégique dans l'identification précoce des risques, surtout les risques émergents. La veille stratégique, en fait, joue un rôle essentiel dans l'identification des risques émergents ou des risques, en fait, l'identification précoce des risques. Parce que la veille stratégique va vous permettre de collecter, d'analyser, d'interpréter de manière continue des informations pertinentes sur l'environnement externe, notamment les tendances économiques dont on parlait, les évolutions technologiques, les changements réglementaires, okay, les événements géopolitiques et les autres facteurs qui peuvent influencer les risques auxquels la banque est confrontée. Donc, voilà quelques rôles clés de la veille stratégique dans l'identification précoce des risques, notamment la détection des signes avant-coureurs. En fait, la veille stratégique permet de détecter très rapidement les signaux d'alerte des risques, surtout les risques émergents. Parce qu'en surveillant attentivement l'environnement externe, la banque peut donc repérer les changements qui s'opèrent
les événements, les tendances qui peuvent avoir un impact sur les risques auxquels elle est exposée. Et ces signes avant-coureurs-là peuvent inclure les indicateurs économiques, les problèmes de sécurité, même l'opinion publique, les évolutions dans l'opinion publique, au-delà des développements technologiques, des événements politiques et autres qu'on a déjà évoqués. Il y a l'anticipation des tendances et des évolutions. Effectivement, la veille stratégique permet également de mieux anticiper sur les tendances, les évolutions futures qui peuvent influencer les risques. Donc, en analysant les informations collectées, la banque peut donc identifier les scénarios, les schémas, les corrélations, les interconnexions qui indiquent une évolution potentielle des risques. Par exemple, une banque qui surveille de près les tendances technologiques peut anticiper les risques liés à la cybersécurité ou même à l'évolution des modèles commerciaux liés à la technologie financière qu'elle utilise ou bien qu'elle compte utiliser. Il y a l'évaluation des impacts potentiels. La veille stratégique permet également d'évaluer les impacts potentiels des risques identifiés. Parce qu'on va examiner les informations collectées, on va les croiser avec les activités et même les différentes expositions de la banque. Et là, il sera possible donc de déterminer comment les risques identifiés pourraient éventuellement affecter de manière spécifique votre organisation. Okay? On va quantifier les conséquences potentielles et déterminer les domaines d'exposition et prioriser également les actions dans la gestion des risques. On a l'adaptation rapide et la prise de décision éclairée. On l'a déjà dit. C'est à travers la veille stratégique, n'est-ce pas, qu'on s'adapte rapidement aux changements dans l'environnement des risques. Parce que quand on va identifier les risques émergents de manière précoce, la banque peut donc prendre des mesures préventives et même proactives pour atténuer ces risques-là. Donc, la veille stratégique fournit une base solide pour la prise de décisions éclairées à travers des informations fiables, à travers des informations à jour sur les risques, sur les opportunités que chaque risque présente. Il y a la gestion proactive des risques qui résume pratiquement tout cela. Okay? En étant constamment à l'affût de l'évolution du paysage des risques, la banque peut donc mettre en place des systèmes de suivi et de surveillance, ajuster ses politiques, ses procédures de gestion des risques et intégrer les considérations de risques dans sa stratégie ou dans ses stratégies et même ses activités quotidiennes. En fait, la veille stratégique joue un rôle très important dans l'identification précoce des risques, tel qu'on vient de le démontrer. Et on peut prendre ces exemples de risques-là pour illustrer, n'est-ce pas, le rôle de la veille stratégique dans l'identification précoce des risques. Prenons le risque de cybercriminalité. Une banque qui effectue une veille stratégique en suivant les tendances et les évolutions de la cybercriminalité, elle va détecter ou elle peut détecter une augmentation des attaques par ransomware qui cible les institutions financières. Et grâce à ça, grâce à cette veille stratégique, la banque va donc anticiper le risque potentiel et mettre en place des mesures de sécurité renforcées, notamment l'amélioration des systèmes de détection des intrusions. Elle va sensibiliser son personnel sur les techniques de phishing utilisées par les cybercriminels, etc., etc. On a les risques liés au changement réglementaire. Une banque qui suit les développements réglementaires, que ce soit au niveau national ou international, elle va donc identifier les propositions de nouvelles réglementations concernant la divulgation des risques ou bien d'une catégorie de risques
Prenons les risques environnementaux ou les risques climatiques. Okay? La banque reconnaît que cette réglementation peut avoir un impact sur ses activités et ses exigences de reporting en matière de risques liés au changement climatique, par exemple. Donc, en intégrant cette information dans sa veille stratégique, dans ses procédures, dans ses systèmes, pour se conformer aux nouvelles exigences réglementaires, elle aura une meilleure maîtrise de ces risques-là. On a des risques liés à l'innovation technologique, comme on l'a dit. Une banque qui surveille les développements technologiques dans le secteur financier, tels que les nouvelles applications, l'émergence de nouvelles applications, le paiement mobile, etc. Elle anticipe donc que ces nouvelles technologies pourraient modifier les comportements des clients et les attentes même en matière de services bancaires. Malheureusement, dans nos environnements, les banques n'ont pas vu ça venir, notamment avec le mobile money, la plupart des banques. Et là, quand vous avez anticipé, la banque va investir dans des solutions technologiques pour offrir des services de paiement mobile à ses clients et maintenir sa compétitivité sur le marché. Okay? Les mobile money ont ravi la vedette aux banques de chez nous, à la plupart des banques, et c'est vraiment dommage. On a le risque de réputation. Une banque qui effectue une veille stratégique, par exemple, sur les médias sociaux, qui suit les discussions en ligne sur les problèmes liés au service client dans le secteur bancaire. Elle va détecter, par exemple, une augmentation des plaintes concernant un produit spécifique proposé par ses concurrents. Et la banque va donc utiliser ces informations pour évaluer les risques potentiels liés à ses propres produits ou à son propre produit similaire et entreprendre donc des mesures correctives pour améliorer la qualité du service client et prévenir les problèmes similaires en interne. On a les risques de disruption technologique. Quand une banque observe l'émergence de nouvelles technologies financières disruptives, notamment les plateformes de prêt en ligne que j'ai évoquées tout à l'heure, okay? Ou bien les services de gestion du patrimoine automatisé, notamment dans le secteur immobilier. Donc, elle reconnaît donc que ces innovations peuvent, n'est-ce pas, avoir un impact sur ces modèles commerciaux traditionnels, notamment avec les plateformes de prêt en ligne. La banque qui a engagé une veille stratégique pour étudier ces technologies va évaluer leur pertinence et leur potentiel même de perturbation de ces activités. Et elle peut donc explorer les partenariats ou les collaborations avec des acteurs technologiques pour rester compétitifs sur le marché. On a des banques qui l'ont fait et avec beaucoup de succès. Donc, ces exemples-là illustrent comment la veille stratégique permet aux banques d'identifier de manière précoce les risques émergents et prendre des mesures appropriées pour les gérer de manière proactive. Et c'est de cette proactivité dont on parle dans l'approche de gestion des risques émergents. Okay? Il est important de mettre en place une approche proactive des risques émergents qui implique donc la mise en place des mesures, des stratégies spécifiques, notamment la veille concurrentielle dont on vient de parler, pour anticiper, pour évaluer et pour atténuer les risques émergents. On parle de surveillance continue, mais mettez en place en interne un système de surveillance continue pour détecter les signes avant-coureurs des risques émergents. On a parlé de veille stratégique qui est l'une des techniques de surveillance continue. On peut parler de l'analyse des données, on l'a même évoqué. On a parlé de la surveillance dans les médias sociaux, surveillance continue. On a parlé de la participation des groupes de discussion, notamment Audit Connect et d'autres groupes. On a parlé de la collaboration avec des partenaires externes qui doit être également continue. Donc, soyez attentifs aux tendances économiques, aux évolutions technologiques, aux changements réglementaires à travers ces différentes stratégies, aux événements même géopolitiques
et à d'autres facteurs pertinents. Il y a l'évaluation des impacts potentiels. On l'a déjà évoqué également. Une fois qu'un risque émergent est identifié, évaluez ces impacts potentiels sur votre banque ou sur votre organisation de manière générale. Analysez comment le risque pourrait affecter vos activités, vos opérations, vos résultats financiers, votre réputation même, vos clients. Utilisez des outils d'évaluation des risques tels que l'analyse des scénarios dont on a parlé, les modèles de simulation, les stress tests pour quantifier les conséquences potentielles sur votre activité. Il y a la planification stratégique. Vous pouvez intégrer, n'est-ce pas, la gestion des risques émergents dans votre planification stratégique. En fait, identifier les risques émergents prioritaires et développer des stratégies spécifiques pour les gérer. Okay? Donc, il faut des mesures préventives, des plans d'atténuation des risques, des améliorations des systèmes de contrôle, des actions d'adaptation à l'évolution du paysage et des risques qu'on a vus tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, il faut intégrer cette problématique dans la planification stratégique. Il y a la collaboration interne et externe, on l'a dit. Il faut encourager la collaboration entre différentes parties prenantes internes, notamment les équipes de gestion des risques, les départements opérationnels, les responsables des technologies de l'information, les équipes de conformité, l'audit et autres. Ils doivent travailler en symbiose. Et la communication et la coordination entre ces équipes-là sont essentielles pour une gestion proactive des risques émergents. Vous devez également collaborer, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des parties externes, notamment le régulateur, les organismes de réglementation, les consultants en gestion des risques et même les concurrents ou d'autres institutions financières pour partager les informations, les meilleures pratiques, les leçons apprises. Okay? On a la formation et la sensibilisation. Assurez-vous que votre personnel est formé et sensibilisé aux risques émergents. Okay? Donnez-leur une formation régulière sur les nouvelles tendances, les nouvelles technologies qui arrivent, les réglementations, les meilleures pratiques de gestion des risques, etc., etc. La gestion des risques implique tout le monde. Donc, encouragez une culture de gestion des risques au sein de l'entreprise, au sein de la banque, où chacun des employés est responsable de l'identification et de la communication des risques émergents. Les tests et les réévaluations régulières. Effectuez des tests de manière régulière pour évaluer l'efficacité de vos mesures de gestion des risques émergents. Okay? Réévaluer régulièrement vos stratégies, vos plans d'action à mesure que de nouveaux risques émergents ou les risques existants évoluent. En fait, la banque doit rester agile et adaptable. Okay? Parce que l'environnement, ça bouge tellement, les technologies bougent tellement, la réglementation même évolue de plus en plus rapidement. Donc, en adoptant cette approche, ou bien ces différentes approches proactives de gestion des risques émergents, vous serez mieux préparé en tant que banque à faire face aux nouveaux défis et opportunités qui se présentent. Parce que vous allez anticiper sur les risques, prendre des mesures préventives, minimiser les conséquences négatives de ces risques-là sur votre organisation. Oui, on l'a dit. Donc, c'est de ça dont on parlait. Il faut intégrer les risques émergents dans le processus de gestion des risques. Okay? C'est essentiel pour assurer une approche vraiment holistique et proactive de la gestion des risques aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, au sein de votre banque. Et voilà quelques étapes clés pour intégrer les risques émergents dans le processus de gestion des risques. Il faut d'abord les identifier. On a vu quelques outils. Mais il faut mettre en place un processus formel d'identification des risques émergents.
notamment la veille stratégique dont on a parlé, la collecte d'informations auprès des différentes sources, l'analyse des tendances, les évolutions de l'environnement externe, etc., etc., notamment également la consultation des experts externes et même internes à l'entreprise. En fait, identifier les risques émergents qui sont spécifiques et qui pourraient avoir un impact sur votre organisation en fonction, voilà, d'un certain nombre d'éléments qui pourraient avoir un impact sur votre secteur d'activité même, de votre modèle commercial et même impacter votre stratégie. On a identifié les risques, on les évalue pour comprendre leur probabilité de survenance, leur impact potentiel et leur corrélation même avec d'autres risques existants. Vous devez utiliser les outils, les techniques d'évaluation des risques appropriés tels qu'on l'a vu. L'analyse des scénarios, les modèles de simulation, les stress tests, les matrices des risques pour quantifier et prioriser les risques émergents en tenant compte de leurs conséquences potentielles, bien entendu, qui peuvent être financières, opérationnelles, réglementaires, réputationnelles ou même stratégiques associées à ces risques-là. Maintenant, intégrer les risques émergents dans la cartographie des risques de votre banque. Il faut intégrer les risques émergents qui ont été identifiés dans votre cartographie des risques globales. Donc, identifier les domaines spécifiques de l'organisation qui peuvent être affectés par les risques émergents et veiller à ce que les risques émergents soient clairement identifiés et documentés dans la cartographie des risques, en les reliant, bien entendu, aux activités commerciales de la banque, aux processus opérationnels et aux objectifs stratégiques qui correspondent. Et mettez à jour vos politiques et procédures. Donc, révisez les politiques, les procédures qui existent pour inclure les mesures spécifiques de gestion des risques émergents. Il faut identifier les actions. Quelles sont les actions qu'on va mener? Les contrôles nécessaires pour atténuer ou gérer ces risques-là. On peut même développer de nouvelles politiques ou de nouvelles procédures lorsque c'est nécessaire pour aborder les risques émergents identifiés. Bref, assurez-vous que les responsabilités et les process de suivi sont clairement définis pour chaque catégorie de risques émergents et prenez des mesures, notamment les procédures et les politiques. Il y a la sensibilisation et la formation. Sensibiliser, former votre personnel, on l'a déjà dit, à l'importance des risques émergents, à l'importance de la gestion des risques émergents. Informer même les parties prenantes internes sur les risques émergents, externes même, leurs conséquences potentielles et les mesures de gestion associées, surtout les parties prenantes internes. Offrir des formations ou bien une formation régulière sur les risques émergents et les meilleures pratiques de gestion des risques pour permettre à votre personnel de comprendre et d'identifier les signaux avant-coureurs de ces risques-là. C'est pour ça que je vous invite de vous inscrire, pour ceux qui le peuvent, à ce programme de certification au mois de septembre, Certified Financial Risk Manager, qui a pour ambition de vous donner les compétences nécessaires pour engager toutes ces démarches-là, notamment la formation, la sensibilisation en interne, parce que pour former, il faut d'abord comprendre vous-même et avoir une vue vraiment holistique de l'ensemble de ces méthodes, de ces risques émergents, de ces techniques-là. Donc, le suivi et le reporting. Donc, établissez un processus de suivi régulier pour évaluer l'efficacité des mesures prises pour gérer les risques émergents. Développer des KPI, des indicateurs clés de performance, pour suivre la progression de la gestion des risques émergents. Et intégrer même le reporting des risques émergents dans vos rapports de gestion des risques à destination des parties prenantes internes ou externes. En fait, rassurez-vous que les risques émergents font l'objet d'un suivi continu et d'une communication régulière. Donc,
En intégrant les risques émergents dans le processus de gestion des risques, vous serez en mesure de mieux anticiper, d'évaluer, de gérer ces risques-là et d'adapter votre stratégie et vos mesures de contrôle en conséquence. Et cela permettra à votre organisation de rester proactive face aux nouveaux défis, opportunités qui émergent dans votre environnement opérationnel. Donc voilà, donc c'est quelques éléments clés indispensables dans la maîtrise des risques dans le secteur financier aujourd'hui. Et je dis c'est l'un des chapitres de cette certification que j'ai pris et décortiqué pour vous parce que c'est vraiment important pour la solidité des entreprises, pour la conformité réglementaire en matière de gestion des risques. Donc, le Certified Financial Risk Manager, comme je l'ai dit, nous allons lancer ça en septembre, au mois de septembre, la toute première vague des certifiés en Afrique francophone. Et je vous invite, n'est-ce pas, à rejoindre cette aventure pour maîtriser davantage les problématiques de gestion des risques dans le secteur financier et savoir comment utiliser toutes les techniques, outils là, de manière pratique pour la maîtrise des risques dans le domaine financier. Donc, il y a d'autres certifs, bien entendu, qui peuvent vous intéresser. D'ailleurs, dans le formulaire que vous avez rempli, chacun a plus ou moins manifesté un intérêt pour un programme, qu'il s'agisse du Financial Crime Professional, de la certification en audit interne ou des certifications en audit interne, contrôle interne, gestion des risques ou autres. Quoi qu'il en soit, voilà le numéro de téléphone du service client pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Donc, l'objectif de ce webinaire, justement, c'était de vous donner une vue d'ensemble de la gouvernance même des risques à l'échelle de l'entreprise, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où le secteur financier fait l'objet de plus en plus de la cible, en fait, est l'objet de la cible des cybercriminels et des risques émergents qui sont, on va dire quoi, qui émergent régulièrement, on va le dire ainsi. Parce que le monde change tellement vite, le monde va tellement vite que les professionnels des risques doivent être à la pointe de la technologie, doivent être à l'avant-garde, n'est-ce pas, de la surveillance de ces risques-là pour que votre banque ait une chance de suivi. Donc, merci pour votre attention. Les questions, c'est vrai qu'il y a des... Quels sont les risques possibles liés à la gouvernance d'entreprise? Est-ce que les risques bancaires sont les mêmes que les risques des SGI? Le risque lié à la gouvernance est classé dans quelle catégorie? Y a-t-il des formules pour calculer l'analyse des stress tests? Donc, toutes ces questions-là trouvent leur réponse dans le programme que j'ai dit. Mais vous pouvez poser les questions dans le groupe WhatsApp. Donc, depuis cette année, on ne répond plus aux questions directement pendant le webinaire, sinon ce sera trop long. Donc, les questions que vous avez, déjà, donnez votre feedback par rapport au webinaire, comment vous l'avez trouvé, est-ce que ça a été enrichissant pour vous? Ce feedback est très important pour qu'on sache s'il faut continuer dans la même voie et quelles sont les améliorations à apporter. Donc, donnez votre feedback dans le groupe Audit Connect et les questions que vous avez, vous les posez dans le groupe et on se fera un devoir de répondre. Et également, l'enregistrement du webinaire sera également mis à la disposition du groupe WhatsApp dès que ce sera fini. Merci Victorin pour les encouragements et merci à vous. Bon week-end. Déjà, les prochains webinaires vont porter sur la conformité bancaire, la lutte anti-blanchiment et autres. C'est en train d'être peaufiné avec le consultant qui va intervenir. Dans les semaines qui arrivent, les thématiques qui seront abordées seront davantage liées à la conformité. Et on va aller comme ça toutes les semaines
pour aider, n'est-ce pas, les professionnels du contrôle à l'échelle du continent. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.